Bienvenue au château de Modave, vous êtes mes invités. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 5 châteaux surprenants. Le château de Modave, de Mohin, de la Hulpe, du domaine de Cheftongue, sans oublier le château d'Hélicine. Au programme, des histoires, des anecdotes et la vie de ces nombreux propriétaires vous sera racontée. Édifié au XIIIe siècle par le comte de Modave, le château avec son donjon et ses remparts revêt à l'époque une apparence de château féodal. Au XVIe siècle, le château ainsi que la seigneurie passe dans les mains du comte de Marchas. C'est à son fils Jean Gaspard que l'on doit l'aspect actuel du château. Il transforma les lieux en un château d'inspiration classique. Par la suite, il devint propriété du prince-évêque Maximilien-Henri de Bavière avant d'être cédé au cardinal de Fürstenberg, évêque de Metz et de Strasbourg. Après cela, le domaine change encore de propriétaire pour appartenir au XVIIIe siècle à la famille de Montmorency. À la vue de la chambre du duc, on ressent directement l'influence française. Et pour cause, le duc appartenait à la famille de Montmorency, illustre famille de la noblesse française de descendance capétienne. Important chef militaire, le duc entretenait de nombreux contacts avec la royauté. Et l'on raconte même que le duc aurait proposé à Louis XVI le château de Modave comme lieu de refuge. Mais l'arrestation à Varennes, le 22 juin 1791, va bouleverser les plans. Vous l'aurez donc compris, le château a souvent changé de propriétaire, d'illustres personnages qui ont chacun marqué les lieux de leur richesse et de leur bon goût. En témoignent les remarquables stucs du XVIIe et XIXe siècle, ornant les plafonds, ou encore les lambris sculptés, tapisseries et grandes toiles peintes recouvrant les murs. Reconnu patrimoine exceptionnel de Wallonie, le château de Modave ne cesse d'éblouir petits et grands. Une visite de ce lieu est une occasion unique de se déconnecter du temps et de goûter au luxe à la française. À quelques kilomètres de là, toujours en région hutoise, un château d'un tout autre style, le château de Mohat. Alors ici on change totalement de décor, il faudra résolument beaucoup d'imagination pour se représenter le site au Moyen-Âge. En effet, le château n'est plus que ruine. Mohat au Xe siècle est à la contrée de 3 grandes puissances, le comté de Namur, le comté de Huy et le duché du Brabant. C'est donc un endroit stratégique pour l'établissement d'une forteresse. Et ça les comtes de Mohat l'ont très bien compris puisqu'ils construisent ici sur cet éperon rocheux, dès le Xe siècle, leur résidence fortifiée. Devenu par la suite propriété des princes-évêques de Liège, ce même château devient une prison pour les détenus politiques et une fortification chargée de contrôler la ville de Huy. Mais voilà, ce ne fut pas au goût des Hutois qui l'assiégèrent à de nombreuses reprises entre le XIIIe et XIVe siècle. Ensuite, l'histoire du lieu est peu connue, il semble avoir été occupé par des religieux. Par contre, ce que l'on sait avec certitude, c'est que le château tomba progressivement en ruine. Les châteaux défilent mais ne se ressemblent pas. À quelques kilomètres seulement de Bruxelles, le château de la Hulpe, situé dans un domaine de 227 hectares de forêts, de lacs et de champs, a des allures de château enchanté. À l'instar des grands châteaux français, celui de la Hulpe est entouré de vastes jardins et parcs à la symétrie parfois déconcertante. Ce jardin, aménagé dans les années 30 avec son bassin d'eau, ses statues et ses arcades végétales, en est un bel exemple. Le château, construit en 1842 par la famille de Béthune, est racheté par l'industriel Ernest Solvay en 1893. Il souhaite en faire sa résidence secondaire. Mais au moment du rachat, le château n'a pas du tout le style actuel. Il a plutôt un style néo-renaissance flamand. La bâtisse est parée de briques rouges avec des lignes de pierre naturelles et d'une tour centrale. Entre 1929 et 1932, les éléments en jaune sont supprimés et le château est recouvert d'un enduit couleur crème. Face au château, un obélisque haut de 36 mètres clôt la perspective. Sachez qu'à l'origine, il devait avoir les mêmes proportions que l'obélisque de Paris, à savoir être haut de 27 mètres. Mais jugé trop petit par son commanditaire, il fut rehaussé. Et comme si le lien avec la France et le roi Soleil n'était pas assez clair, un soleil a été apposé au sommet de l'infrastructure. Le château de Cheftongue, également situé dans un domaine, est comme celui de la Hulpe assez sobre.
L'architecte Henri Bayard le construisit en 1868 pour le baron hollandais Jacques de Wickersloff de Roenestein. Le château a connu de nombreux propriétaires dont la baronne Maria de Villegas de Saint-Pierre, épouse du comte de Joët. Véritable femme moderne, érudite, humaniste et femme engagée, en 1914 elle transforme le château de Schöftong en hôpital de campagne. Lorsque celui-ci est réquisitionné par les Allemands, elle se rend au front dans des hôpitaux afin de soigner les soldats blessés. La baronne leva également des fonds pour la construction d'hôpitaux, d'orphelinats et d'écoles. Décidément une grande dame qui regarda toujours au-delà de son château et de son domaine. Et maintenant le meilleur pour la fin, ou du moins le plus surprenant. Cela risque peut-être de vous surprendre, mais sachez que ce que l'on appelle aujourd'hui Château d'Hélesine était jusqu'à la fin du XVIIIe siècle une abbaye. Une abbaye fondée en 1135 avec un couvent, dortoir et une église. Et de par sa position stratégique, à la frontière des États du duché du Brabant, c'était également une forteresse. Et qui dit forteresse dit combat et destruction. Ainsi, en 1507, 1568 et 1693, l'abbaye est pillée, incendiée, détruite. À chaque fois, les chanoines se sont montrés tenaces et ont reconstruit leur site. La majorité du bâtiment que l'on voit aujourd'hui a été construit en 1768, durant un siècle relativement calme et prospère pour les moines. Ils font appel à un grand architecte, Laurent Benoît Dehouet, et on ne lésigne pas sur les moyens. En 1796, suite à la Révolution française, les moines sont expulsés. Une partie de l'abbaye est transformée en usine et vers 1830, le chœur et la nef de l'abbatiale sont détruits. Ce que vous voyez aujourd'hui au centre de l'édifice, à savoir le portail et le dôme, sont en réalité des restes de l'abbatiale. Et si c'est votre jour de chance, vous pourrez découvrir l'intérieur de la coupole haute de 27 mètres et garnie de 876 fleurs. 5 châteaux parmi tant d'autres, 5 châteaux avec une âme, des histoires et des personnages à chaque fois surprenants.